On a besoin d'y réfléchir, c'est un peu cher, on n'a pas le budget, on parle à vos concurrents en ce moment. Tout ça, c'est des objections qu'on entend souvent en appel avec des prospects. Aujourd'hui, on va comprendre comment y répondre. Bon, les objections, c'est le truc que redoutent beaucoup de freelance. Tout s'est bien passé, le lead est intéressant, le lead est qualifié, on a envie de bosser avec lui, lui a envie de bosser avec nous. Et à un moment donné de l'appel, sur la fin, arrive le moment fatidique de l'objection. C'est Sur quoi la les fin, qui types n'est que le début. qui On va n'est en que le parler. début de la discussion. Justement, on va voir un petit peu déjà qu'est-ce que c'est l'opportunité derrière les objections, comment est-ce qu'on peut les traiter, qu'est-ce qui se cache derrière. Déjà, Brice, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur, en tant que freelance, qu'est-ce que c'est, toi, les objections que tu as le plus entendues dans ta carrière Ouais. ou que tes clients entendent le plus en général? Je vais revenir en détail là-dessus, mais c'est toujours les mêmes. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme c'est toujours les mêmes, on va pouvoir se préparer et bien y répondre. Avant ça, ce qu'il faut bien comprendre, donc là, on avait fait un épisode d'ailleurs la semaine dernière sur la vente en général pour les freelances. Donc n'hésitez pas à regarder l'épisode, on mettra une petite vignette sur la vidéo. Ça fera une très bonne entrée en matière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on se parle d'un moment où on sait que on a préqualifié le budget du client. Donc on sait à peu près est-ce que le client a une enveloppe budgétaire pour ça. On sait que le sujet est important pour eux, donc en premier rendez-vous et notamment et début du deuxième rendez-vous, on a confirmé que c'était important pour eux, stratégique, et donc il faut qu'ils y aillent. Et troisièmement, ils nous ont confirmé que ce qu'on proposait était pertinent comme solution par rapport à leurs problèmes. Donc je résume, on a préqualifié le budget. C'est un sujet important, on a acté que c'était important, et encore mieux si c'est important et urgent avec le client. Et en plus, on a présenté comment on adressait le problème, et le prospect nous a confirmé que l'approche est la bonne pour eux et que c'est pertinent. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait quand on a ces fameuses objections, et c'est elles qu'on va dérouler une à une. Est-ce que toi, tu as une préférence déjà sur... parce que tu les connais, les objections, tu les as beaucoup entendues. On commence par quoi, Mika? Moi, je pense qu'on peut commencer par le plus embêtant, hein, c'est cette question du budget, en fait. Tout est OK, on sait qu'il y a un budget dispo, mais on se retrouve avec des hésitations autour du budget. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut débloquer? On n'avait pas anticipé autant. Comment t'abordes ça, toi? Alors déjà, on va parler de plusieurs objections différentes sur la partie budgétaire, parce qu'en fait, en fonction du détail, on va pas répondre de la même manière. Donc là, première objection, un client qui nous dit « je n'ai pas le budget ». En fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette objection, qui sont souvent des écrans de fumée. En fait, il va falloir creuser pour vraiment comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est pas juste ça, c'est pas juste qu'ils n'ont pas le budget. Souvent, ils ont le budget, ou en tout cas, ils ont de l'argent. Donc là, ça va être de comprendre est-ce qu'ils peuvent, mais ils ont peur d'investir ce montant-là. Est-ce que vraiment, ils n'ont pas la trésorerie? Et du coup, c'est comprendre si c'est juste une question de possibilité de financement. Est-ce qu'eux aussi, ils ont budgété ça, ou est-ce qu'ils ont du budget s'ils veulent le trouver, ce qui n'est pas la même chose, parce que par exemple, prenons des budgets marketing, ils sont assez souvent définis dans les équipes pour le semestre ou pour l'année. C'est pas la même chose de dire j'ai pas budgété quelque chose que de dire il n'y a pas d'argent qu'on peut investir. Donc ça, il va falloir comprendre ça. Donc en gros, déjà, ce que je recommande de faire quand un client dit j'ai pas le budget, c'est de reconfirmer, mais du coup, tu me confirmes bien que c'est un sujet important et stratégique pour vous, et qu'en gros, il faut se bouger. Donc c'est ramener, pas tout de suite déjà ne pas être dans la justification d'expliquer pourquoi ce budget, et du coup, mais ça va être beaucoup de temps passé, et mon expérience, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, ok, est-ce qu'on confirme bien que c'est important pour vous? A priori, le client qui l'a déjà dit le prospect va dire oui. Bon, il va développer. Ok. Donc ce que vous me dites, c'est que c'est important pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros gap quand même entre là où vous en êtes et où vous devez aller. Mais du coup, il faut bien que vous investissiez là-dedans pour avoir des résultats. Donc combien vous seriez prêt à investir aujourd'hui pour régler ce problème qui visiblement est important pour vous, et c'est pas acceptable de rester dans cette situation. Euh, Et si possible même, reformuler leur objectif. Par exemple, si votre proposition, c'est, je sais pas, sur du growth marketing, de les faire passer de X de chiffre d'affaires à plus 30%, rappelez le montant qui va bien mettre dans leur tête l'idée que, en fait, on est là pour augmenter le chiffre d'affaires, typiquement, et en tout cas pour parler de valeur qui va être créée à l'issue de cette collaboration.
Donc en fait, on réancre le sujet sur, OK, du coup, est-ce que c'est bien important pour vous? Et du coup, quels sont les moyens que vous mettez en face de vos ambitions? Et en fait, la meilleure manière de désamorcer ça, c'est de flaguer l'incohérence par rapport à ce qu'ils veulent y mettre et ce qu'ils comptent en obtenir. Donc s'ils nous disent, bah, moi je suis prêt à mettre telle enveloppe et que c'est complètement déconnant, les remettre face à leur contradiction qui est, tu me dis que c'est important et stratégique pour vous, que c'est capital, c'est pour ça qu'on a passé 2-3 entretiens ensemble, enfin discussions ensemble. Et là, tu me dis que tu veux investir des cacahuètes. Est-ce que vraiment tu penses que c'est à la hauteur de ton ambition, sachant que c'est important? Donc voilà, l'idée c'est de prendre du recul sur le sujet et de basculer la discussion du prix vers la valeur et le coût de l'inaction. Parce qu'en fait, si c'est important et qu'ils continuent à faire comme ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, enfin, à moins d'être Harry Potter, ça va pas se transformer miraculeusement en quelque chose qui fonctionne. Mmh. Donc c'est Et est-ce que toi vraiment, ouais. et sur ce point, est-ce que tu vois des différences dans la manière d'aborder cette objection-là en fonction des interlocuteurs que tu peux avoir? Parce que tu as pas tout le temps les mêmes personnes en face de toi. Est-ce que tu vois entre un entrepreneur qui dirige une PME ou une direction marketing dans un grand groupe ou en tout cas une scale-up assez bien structurée, est-ce qu'il y a comment tu abordes le sujet en fonction de l'interlocuteur? Bah, alors ça, c'est super important, c'est qu'en gros, si on s'adresse à une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, on va pas avoir du tout, on va pas avoir la même approche et pas du tout les mêmes leviers. Par exemple, moi, bon, tu sais à quel point je recommande de pas travailler pour des TPE, pour des raisons très simples, ils ont pas d'argent, donc c'est compliqué et le niveau d'exigence va être très élevé pour un budget qui va être, soit inexistant, soit très faible. Mais imaginons que tu parles à une PME. Alors tu peux faire des recherches sur la PME, si tu as des informations sur le chiffre d'affaires, les l'EBITDA, ce que tu veux sur papers.com, c'est pas tout le temps, disponible, donc il va falloir en tout cas dans les discussions à minima dans le premier rendez-vous qu'on appelle le R1, il va falloir commencer à préqualifier le budget. Si on n'est pas capable de se dire: «J'arrive à estimer, quel type d'enveloppe budgétaire a cette boîte», quand c'est une PME, moi ce que je recommande, c'est assez rapidement de dire: «OK, une fois qu'on a parlé du sujet, vous avez prévu d'investir, une enveloppe de combien à peu près sur ce sujet pour débloquer?» Comme ça nous permet dès le début, très en amont de la conversation et afin d'éviter de perdre du temps, de l'énergie, et cetera, de comprendre comment est-ce qu'ils cadrent le sujet d'un point de vue budgétaire. Et c'est l'occasion, si c'est complètement déconnant, par exemple s'ils ont des objectifs, importants sur la brand ou que ce soit sur la brand, sur la croissance, sur les leads, et cetera. S'ils viennent en disant: «Bah, nous on a prévu, 2-3 000 €», ça te permet de revenir vers eux, sur un questionnement qui est: «Est-ce que tu as vraiment les moyens de tes ambitions?» Parce que, bah, en gros, le levier que tu attends est beaucoup trop important par rapport à ce que tu comptes investir. Donc quand le décalage est énorme, il y a quand même anguille sous roche. Enfin, tu vois, si demain tu vas sur le bon coin, tu trouves une Porsche à 5 000 €, c'est sans doute qu'il y a deux trois merdes dessus, quoi. Et donc là, l'idée, ça va être de rééquilibrer, leur framing des moyens par rapport à leur ambition. Et donc et d'un côté, soit de leur dire, en gros: «On avance ensemble si vous êtes sérieux» ou bah, sinon good luck, mais ça va pas le faire parce que vos moyens sont complètement déconnectés de l'ambition. D'ailleurs, moi, ce que j'aime faire souvent, c'est quand un client me dit, «C'est trop cher» ou enfin, «Je j'ai pas le budget», à la fin, il y a parfois, des alternatives qu'on me demande donc OK, bon toi, du coup, ça va pas te convenir, mais est-ce que tu connais des personnes qui pourraient faire ça pour nous, pour ce budget-là? Moi, la meilleure, réplique que j'ai trouvée, c'est: «Ouais, tu vas sur Fiverr, il y a des mecs qui te le font pour 150 €». Et donc là, souvent, il y a ça provoque un petit peu, du côté du prospect, une vraie réflexion qui est de se dire: «Ouais, merde, en fait, OK, j'ai compris l'exemple de Brice un peu caricatural, mais en fait, c'est vrai, c'est peut-être que mon ambition est complètement déconnectée par rapport aux moyens que je compte y mettre et qu'en fait, bah, est-ce que c'est le bon choix de dépenser, même, 1 000 € sur Fiverr pour quelqu'un qui, va au final pas être capable de mener cette transformation vu le budget investi et donc vu le profil auquel je vais avoir accès, ses Mmh. compétences, sa capacité à passer du temps pour nous accompagner?» parce que qui va passer, 3 semaines sur un audit pour 1 000 € en gros? Donc Mmh. en gros, si c'est une PME, qualifier hyper rapidement l'enveloppe budgétaire et progressivement remonter les attentes pour les réaligner avec l'ambition qu'ils ont en termes de moyens, et pour avoir une discussion, soit une discussion qui soit, correcte, et acceptable, soit, bah, se casser, quoi. Mmh mh. Évidemment, pour les grands groupes, pour prendre l'autre opposé, on va avoir des budgets qui vont être, définis souvent à 1 an, notamment des budgets marketing. Donc là, l'idée, ça va être de comprendre, est-ce que le sujet est assez important à leurs yeux? Donc il faut bien avoir fait le travail en amont de l'objection pour rappeler le coût d'inaction et que c'est important et qu'ils n'ont pas les moyens en interne de le faire aujourd'hui.
pour du coup, essayer de voir, OK, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Vu que c'est important, que de toute façon vous allez devoir l'externaliser et que ça en fait, c'est un no-brainer, c'est ça la morale de l'histoire. Comment on va se démerder pour, pouvoir financer ça? Et Mmh. donc là, l'idée, ça va être d'être partenaire de son contact en se disant: «Bah, est-ce qu'il y a pas des réallocations budgétaires à faire, des réévaluations? Est-ce qu'il y a pas un ask qui peut être fait à la direction un peu ad hoc, un peu, sur mesure parce que c'est un sujet important et on doit le traiter?» Donc voilà, il y a plein de discussions qu'on peut avoir pour, à défaut d'avoir été budgété, trouver de l'argent pour financer ça parce que c'est important et urgent. Mmh. OK, OK. Et si je reviens sur ton exemple de la PME et de la prise de conscience, du décalage entre l'ambition et les moyens mis en place, j'ai l'impression que quelque chose qui peut apparaître aussi à ce moment-là, c'est que quand la personne se rend compte qu'elle est pas prête à en fait, qu'elle est sur la défensive en termes d'investissement par rapport à ce qu'elle veut créer, c'est peut-être aussi une question de confiance quant à ses moyens. Peut-être qu'il y a eu une expérience précédente qui s'est mal passée, qu'il avait déjà investi un gros montant, dans, quelque chose de similaire ou pas et que ça s'était pas bien passé. Ça aussi, je pense, c'est des choses à Mmh. creuser, en fait, de comprendre qu'est-ce qui, dans le process de prise de décision, peut coincer, par rapport à ce qui a déjà été testé par le passé. Est-ce que toi, tu as des exemples Bah, par rapport à ça ou c'est des ouais, situations qui bah, arrivent aussi? en fait, passons peut-être à la deuxième objection parce qu'on va parler de ça. C'est, une formulation qui est un peu différente, mais qui veut dire autre chose pour moi, souvent. Mmh. C'est non pas le client qui va dire: «On n'a pas le budget», mais le client qui va dire: «C'est trop cher». Et derrière le «c'est trop cher», il peut se cacher plusieurs choses et c'est pour ça qu'on va creuser, et l'objectif, c'est en fait, quand un client dit: «C'est trop cher», ça veut dire qu'il y a un décalage pour lui entre la perception qu'il a de la valeur qu'on va lui apporter et le prix qui a été fixé. Toujours bien retenir, on l'a souvent dit dans ce podcast et on le dit dans notre programme, mais le prix, c'est le freelance qui le décide, le fractional. La valeur, c'est le client qui décide. Et donc l'idée, c'est comprendre ce décalage entre la valeur perçue, qui visiblement est inférieure au prix, que propose le freelance. Donc moi, souvent, quand un client dit enfin un prospect dit: «Ah, c'est cher» ou «C'est trop cher», là, ce que je réponds, c'est réponse miroir. Et tu noteras bien l'intonation que je vais prendre, c'est parce qu'on va en reparler après, mais c'est important. Donc quand un client me dit: «Ah, c'est trop cher», et tu vois, il y a un petit silence après, pas besoin de rusher les choses. Donc là, on va comprendre pourquoi il pense que c'est trop cher. Et en fait, on va le guider vers une conclusion. Déjà, c'est est-ce que c'est cher ou est-ce qu'il n'a pas prévu de budget pour ça ou de tel budget? Ce qui est pas la même chose et qui cadre pas du tout la dynamique de la même manière. Là, ce qu'on va rappeler, c'est, en fonction encore une fois de ce qu'on va décrypter, de ce qui se cache derrière le «c'est trop cher», est-ce que le sujet est vraiment important pour eux? Et est-ce qu'ils ont conscience du coût de l'inaction? Et c'est là où, encore une fois, notre travail, c'est de les confronter à une contradiction. C'est si c'est important, sans doute urgent, est-ce qu'il ne faut pas investir là-dessus et investir d'abord là-dessus? Ensuite, il peut y avoir un doute sur le retour sur investissement. Ce qui se cache derrière ce que tu as évoqué, c'est, ils ont peut-être travaillé avec d'autres freelances, ils n'ont pas vu en fait un bon retour sur investissement. Quand on dit qu'on a une mauvaise expérience, c'est souvent pas de temps dans la collaboration en elle-même qu'il n'y a pas eu les résultats ou on a du mal à justifier, le montant qu'on a investi, quoi. Donc là, bien sûr, recadrer toujours le fait que c'est pas, une dépense, c'est un investissement. L'objectif, c'est que quand ils investissent 1 € dans nous, il y a plus d'euros qui ressortent à la fin. Qu'il s'agisse d'un problématique brand, créa, performance, c'est tout le temps la même chose. Une boîte, elle est là pour faire de l'argent, sur le court terme ou le long terme. Mais c'est tout le temps ça, le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'au final, ça va être rentable d'une façon ou d'une autre pour moi? On va pas le calculer pareil si on est, creative director ou si on est growth marketer. Mais donc là, il va falloir comprendre, hem, est-ce que ça vient d'un problème de confiance dans les résultats? Et donc dans quel cas, il faut activer des leviers de réassurance. Donc déjà, encore une fois, rappeler le coût de l'inaction qui se résorbera pas en faisant pareil qu'avant, ou en faisant semblant de s'y mettre. Also known as investir des cacahuètes et du coup, bah, tu en reçois ce que tu as investi. Et il va falloir comprendre, OK, qu'est-ce qui aujourd'hui te donne l'impression que, enfin te laisse craintif par rapport au retour sur investissement? Et donc là, en fonction de ce qu'il va nous dire, trouver de la réassurance qui va être des case studies, de la preuve sociale, de la confiance en soi. Quand on est confiant en soi aussi sur la forme, ça rassure le prospect. Et donc là, en fait, le problème, c'est pas que c'était trop cher, c'est qu'il a pas vu un bon ratio entre la valeur et le prix qu'on demande. C'est tout. Et donc là, essayer de comprendre d'où vient cette perception et qu'est-ce qu'on peut trouver, pour le rassurer sur le fait on va apporter beaucoup de valeur. Ouais. En tout cas, Je j'aime suis bien jaloux, la j'entends la les cigales façon. chez toi,
Parce que pour info, toi, t'es à Nice, moi, je suis à Paris, et là, je Ouais, suis très jaloux. c'est vrai. Bah là, en fait, c'est pile quand la température atteint un certain stade, elle s'active. Et là, c'est le cas depuis 30 secondes. Donc oui, on est Ah, en de la pleine chance. Provence. Et je reviens sur ce que tu disais, enfin la manière de répondre à l'objection, c'est trop cher. Je pense qu'une bonne manière de faire, effectivement, c'est de pas tout de suite aller dans la justification, mais Même de jamais. rebondir déjà sur trop cher, en fait, c'est-à-dire ou trop cher, ok, mais par rapport à quoi? Pour voir déjà que la personne a derrière la tête, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour elle et qu'on projette pas qu'est-ce que nous on entend par trop cher, ce qui peut être aussi perçu comme une attaque personnelle sur sa propre valeur et qui peut mettre des émotions en jeu. Donc je pense que déjà de laisser la personne expliquer les choses, ça permet ensuite de choper les bons leviers, les bons mots pour rebondir et lui donner ce qu'il lui faut pour prendre sa décision. En fait, faut voir les objections comme un gros oignon. Un oignon, il y a des pellicules. Et donc, première pellicule de l'oignon, là, c'est trop cher. Ok, on va enlever la. En fait, c'est des écrans de fumée, c'est-à-dire, ça veut dire quelque chose d'autre. Donc, on va peler l'oignon, on va enlever la première couche. Et donc là, elle va dire, bah oui, c'est cher par rapport à ce que je vais en retenir. Ah, donc ce qui t'inquiète, c'est le retour sur investissement par rapport à ça. Hop, et ensuite, on va éplucher, éplucher pour arriver au centre de l'oignon. Et si on fait bien notre travail, l'idée, c'est de lever ces objections. Alors, bien sûr, parfois ça fonctionne pas, mais en tout cas, c'est vraiment essentiel d'être dans ce jeu-là de l'oignon et de peler chaque couche pour arriver vraiment au cœur du sujet et voir la vraie objection qui se cache derrière l'écran de fumée. C'est ça. Parce que tant qu'on voit pas la vraie raison, dans tous les cas, on peut pas apporter de solution. Et soit, bah, en prenant le temps de creuser, on va pouvoir apporter quelque chose qui est vraiment pertinent par rapport au sujet de fond. Ou alors, il y a des cas où on va aussi se rendre compte que le sujet est insoluble, qu'il n'y a pas de solution, en fait. Mais au moins, on sera sûr que si c'est un non, c'est un vrai non, ou que si c'est un oui, c'est un vrai oui, mais en tout cas que les choses sont claires à la fois pour nous et pour le prospect en face. Alors, il y a une troisième objection qu'on peut voir sur le prix, après on va passer à autre chose que le budget, le prix, et cetera. Mais c'est, vous êtes plus cher que les concurrents à qui on parle. Hmm. Et donc là, moi j'aime bien faire 2 choses. Première chose, je leur dis: «OK, imaginons qu'aujourd'hui, concurrent A et moi B, on soit au même prix. Qui est-ce que vous choisiriez?» Et là, en général, avec plus ou moins de conviction, mais en général, la personne dit, «Non, non, oui, je choisirais toi, Brice». Et bah, là, ma réponse c'est: «Voilà pourquoi je suis plus cher». Et ça, en fait, ça, c'est le premier layer, OK? Premier layer de l'oignon. C'est qu'en fait, bah, tu payes le fait qu'il y a une raison pour laquelle tu partirais avec moi si on est au même prix. Si je te donne demain une Renault Twingo ou un Renault Kadjar et qu'on te dit, c'est le même prix, tu prends le Renault Kadjar. Si ma perception, c'est que tu as un Renault Kadjar et que A est une Twingo, je vais prendre le Renault Kadjar, à moins d'être un énorme fan de Twingo. Hem, donc moi, c'est ça que j'aime bien faire et souvent, le problème, c'est que on compare des choux et des carottes. C'est-à-dire que, heu, on va nous comparer à des concurrents qui sont sur les mêmes sujets que nous, mais qui n'ont peut-être pas la même méthode, les mêmes résultats, la même façon de travailler, qui est peut-être pas à un niveau, ou en tout cas qui peut pas, aller sur un niveau aussi stratégique que nous. Donc en gros, tu compares 2 trucs pas comparables. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir interroger. Alors attention, on va pas encore une fois se justifier et dire: «Non mais moi je fais ça et lui il est plus junior et blablabla». Non, on va pas nous-mêmes justifier, on va poser les questions qui vont faire que la personne va se dire: «OK, c'est pas le même prix, mais c'est pas le même deal». Donc par exemple, moi ce que je vais dire, c'est: pour vous, quels sont les critères essentiels dans le freelance ou l'agence que vous allez choisir pour vous aider à avoir ces résultats? Et donc là, ils vont te déballer justement des insights qui vont te permettre de rebondir et qui vont les faire s'interroger sur la vraie raison qui va faire leur choix et qui va faire le bon choix. Et évidemment, le jeu, ça va être. Alors, déjà, encore une fois, notre rôle en appel de vente, c'est de faire ce qui est le meilleur pour le prospect en face. Et peut-être que parfois, ça va être de dire: bah, vu les raisons que vous me dites, allez chez un concurrent, par exemple. Si le prospect me dit: «Moi, j'ai besoin plutôt d'un modèle agence parce que j'ai beaucoup de delivery, d'exécution et que, bah, te confier ça, je sais que ça va pas être fait pareil». Oui, bah, franchement, là, je te dirais: «Va avec une agence par rapport à ton besoin». Donc en fait, on n'est pas là pour vendre à tout prix, mais on est là pour si on pense honnêtement qu'on est un bon atout pour, aider à cette transformation, bah, c'est comment est-ce qu'on va leur faire comprendre par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'auto-closing, on va les aider à se closer eux-mêmes. Que, bah, en fait, voilà les critères qui vont être importants et en fait, bah, ça match mon profil et donc let's go. Et donc si l'autre n'a pas ces critères-là,
est-ce que vraiment les chances de succès sont au rendez-vous? Est-ce qu'on maximise les chances de succès? Donc voilà un petit peu comment, en tout cas, moi, je sais pas toi comment tu fais, mais voilà comment je réagis. Je ne démonte jamais des concurrents en direct en disant Ouais, c'est ce que que c'est j'allais pas la bonne dire, en fait, de solution. surtout pas taper sur le concurrent, ça c'est le mauvais réflexe, quoi qu'il arrive. Ouais, alors je me garde un joker, c'est si vraiment le concurrent va leur faire du mal, parce que je le sais, ce qui arrive très, 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 très rarement, je m'autoriserai à flaguer ça et à poser ça là, et après ils en font ce qu'ils veulent. Mais sinon, encore moins ad nominem, l'idée c'est de pas ça sert à rien de critiquer, frontalement la concurrence et c'est pas ça qui vous fera, closer, hein, de toute façon. Ouais, mais globalement, non, je pense que l'approche est la bonne. Ne surtout pas se justifier soi, mais déjà faire émerger qu'est-ce que c'est les critères décisionnels pour la personne en face de nous, pour comprendre et essayer de se dire, OK, est-ce que c'est la bonne décision pour lui ou pas? C'est vraiment ça la finalité, aider la personne à prendre la bonne décision. Il y a de grandes chances que ce soit nous, mais il y a une chance aussi que ce soit pas nous. Et l'idée, c'est d'être dans cet échange-là et de créer de la confiance parce que le jour où ils ont besoin de nous, bah déjà, ils vont penser à nous, ils vont dire, putain, le mec, il est honnête, il est intègre, il nous dit les choses. Et en plus, ça fait Complètement, potentiellement de la reco aussi. La réputation, c'est super important de faire ce travail-là. complètement et un autre truc, hein, c'est, si le sujet c'est les concurrents sont moins chers et que le budget annoncé semble pas vraiment, pertinent, par rapport à l'ambition, c'est aussi de leur dire: «Est-ce que vous avez confiance en une solution qui vous promet, fois 2 avec, 0,1? Est-ce que ça vous semble probable que ça fonctionne?» Encore une fois, proportion entre les moyens et l'ambition. Ça c'est une phrase que j'aime bien dire, on ne surinvestit pas dans quelque chose qui a peu de levier, mais on ne sous-investit pas dans un sujet qui peut opérer une vraie transformation et qui va se traduire derrière en résultat important pour la boîte. Donc voilà, il y a à la fois qui est le bon pour moi en termes de personnes ou d'agences, et cetera, pour nous accompagner. Il y a aussi, attention, si on te promène une Porsche à 5 000 €, il y a peut-être un loup derrière. À toi de voir. C'est Hem, clair. ensuite, allez, on peut en refaire une. Bah, est-ce que toi, tu as des idées de ouais, alors si, une essentielle. On a fait notre, discovery, on a compris son problème, on l'a beaucoup écouté, on a posé des questions super intelligentes qui l'ont fait réaliser que c'est, super urgent, qu'ils savent pas le faire, qu'ils avaient pas vu cet angle mort et cetera et on est en deuxième rendez-vous, on a rappelé un petit peu le contexte, on a rappelé le coût d'inaction, pourquoi c'est important, urgent et cetera. On a eu leur, confirmation que, bah, du coup, c'est important pour eux et que voilà, on a eu, la confirmation, oui, que c'est important pour eux. On pitch, on pose des questions pour savoir est-ce que ça vous semble pertinent par rapport à votre problématique? Et donc là, en fait, on a préqualifié le budget, a priori, ils doivent avoir du budget. On a confirmé que c'est important pour eux et encore une fois, c'est un peu le triangle magique. Ils ont dit: «Votre solution est pertinente». Maintenant, on leur propose, on parle du prix et cetera. Ils disent: «OK». Et là vient la fameuse phrase qui nous a fait perdre tant de deals: «OK, bon, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir». Je vais réfléchir. Ça se termine dans 99 des cas, si on fait rien, par, je vais prendre du temps pour rationaliser, en fait, je vais pas prendre de décision et en fait, il se passera rien. Donc là, l'idée, c'est comment maintenir la timeline et cette tension du timing pour battre le fer tant qu'il est chaud, parce qu'on sait qu'après ça refroidit, c'est mort après. Et comment est-ce on fout pas trop la pression pour pas non plus trop bousculer la personne en face de nous qui peut la frustrer et avoir la réaction opposée à celle désirée. Et donc là, il va falloir gérer ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire quand on vous dit, encore une fois, je vais prendre le temps d'y réfléchir, j'ai besoin de plus de temps, c'est OK. Alors déjà, on confirme, on valide cette pensée-là. On dit, je comprends, c'est un investissement, c'est une problématique importante pour vous, etc. Donc je comprends que vous devez vous assurer de prendre la bonne décision. Maintenant, il y a le temps et il y a ce qu'on va faire de ce temps-là. En général, c'est pas tant le temps qui va nous faire prendre la bonne décision, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? C'est de la réflexion basée sur est-ce que j'ai les informations et les données qui me permettent de dire oui, on y va ou non, on n'y va pas. Donc aujourd'hui, quelles sont les informations qui vont vous permettre de prendre la bonne décision? Parce qu'au final, encore une fois, c'est pas le temps que vous allez passer à réfléchir qui va vous faire prendre la bonne décision, c'est est-ce que vous avez la bonne donnée, les bonnes infos pour bien choisir.
Et donc là, c'est là où justement on va avoir des feedbacks, des retours qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Donc dans le cas idéal, ils vont vous dire: «Bah, voilà, ce qui va être important, c'est, de s'assurer du ROI». Donc là, ça nous donne une perche tendue pour leur donner, de la valeur et pour leur, montrer des cases et pour les rassurer sur ce point-là, et cetera, et cetera. Maintenant, malgré ça, parfois, ils vont nous dire: «OK, non, mais j'ai toutes les infos, c'est juste là une question de temps». Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu le doublage du essayer de comprendre quelles sont les données, les infos dont ils ont besoin. C'est de dire, en fait, il y a 2 raisons qui vont faire aujourd'hui parce que entre maintenant et dans une semaine, honnêtement, tu auras pas énormément d'infos en plus. Donc je comprends bien que tu digères tout ça et que tu y réfléchisses. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne prend pas ces décisions. Soit il y a de la peur, soit il y a un manque de confiance. Et donc, si c'est de la peur que je pourrais comprendre parce que bah, c'est un certain investissement, etc., là, la balle est dans ton camp, parce que là, c'est à propos de toi. Soit c'est un problème de confiance, et dans quel cas, bah, encore une fois, je suis vraiment à ta dispo pour essayer de comprendre qu'est-ce qui te permettrait de prendre une décision en pleine confiance. Et parfois, ça peut tout simplement être, bah, j'ai besoin quand même de valider l'approche avec, par exemple, mon CMO, mon DG, etc. Dans ce cas-là, faut faire hyper gaffe à ces triangles, de vente. Donc il y a vous, il y a le décideur, mais il y a quand même le contrôleur qui va quand même valider ou, invalider la décision. Et donc là, c'est comment est-ce que je m'inscris dans ce triangle-là? Donc comment est-ce que, par exemple, je propose, bah, de quand même prendre 15 minutes avec le vrai, en fait, le vrai, influenceur du budget, pour m'assurer qu'il ait le bon niveau d'information, qu'on se connaisse, qu'il comprenne mon approche, et cetera. Parce que juste envoyer, une proposition commerciale, c'est peut-être pas suffisant. Donc comment est-ce qu'on peut faire partie de ce triangle? Est-ce que c'est par boucle de mail, idéalement d'avoir un rapide catch-up pour en parler? Mais en tout cas, essayer quelque chose avant de laisser le truc se dissiper dans la nature et d'être absent de la picture. Donc là, c'est vraiment comment est-ce que je peux faire partie de ce triangle-là? Et l'enjeu ici, c'est vraiment de se dire: «OK, tu as besoin de réfléchir, de parler à ton DG ce que tu veux, et cetera. Calons-nous un point pour justement faire le point de tout ça et prendre la décision et valider qu'on part ou pas». Et ça, on essaie de le caler dans une fenêtre de 7, maximum 10 jours. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de surtout pas repartir du meeting avec un truc pas calé dans les agendas. Quand ils vont vous dire: «Oui, mais alors là, la semaine qui vient et tout, ça va être compliqué et tout», tu dis: «OK, bah, dans 10 jours». Et là, on se dit: «Oui, mais attends, si on n'est pas prêt de trouver une demi-heure ou 15 minutes pour se caler sur ces décisions dans 7 ou 10 jours, honnêtement, c'est que c'est pas aussi important que ça pour vous». Moi, je recommande de ne pas hésiter à être sur ce point pushy, parce que là, on est en train de vous mettre une douille. Et donc, si c'est important pour eux, ils doivent trouver 15 minutes pour prendre une décision dans les 7 à 10 jours. Et donc là, faut rien lâcher. Il faut caler un truc. T'en penses quoi, toi, Mmh. Mika? En fait, c'est marrant, au début, tu disais: «Je dois y réfléchir», c'est l'objection qui a fait perdre énormément de deals et je pense que Ouais, le problème, c'est pas de laisser les gens réfléchir parce qu'en soi, c'est OK, selon la propale qu'on fait, c'est pas toujours évident de la closer tout de suite. Ce qui fait perdre le deal, ouais, c'est de pas creuser qu'est-ce que ça veut dire: «Je dois réfléchir». Je dois réfléchir complètement. à quoi exactement? C'est quoi qui coince? Est-ce qu'il y a un autre interlocuteur dans la boucle qu'on aurait oublié de préqualifier dans notre phase de discovery? Ce qui arrive. Et surtout, moi, un conseil que je donne et qui marche vraiment super bien, c'est que quand on a fait le tour du quoi, enfin du pourquoi, du comment et qu'on se cale le troisième point pour débriefer, de poser la question avant de finir l'appel: «OK, et qu'est-ce qui ferait qu'au final, c'est un non?» Et là, souvent, c'est le moment où la personne nous sort des pépites et que là, on peut traiter Ouais. en fait de l'objection en sous-marin. Moi, des fois, j'arrive en fin de R2. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout. Je pose cette question et en fait, je découvre un truc que j'avais même pas entendu pendant tous nos échanges et qui là permet vraiment de creuser, qui va pas faire forcément qu'on va closer par la suite, mais comment on aura abordé un maximum de points, qu'on n'aura pas laissé la personne dans la nature sans information et qu'on saura comment faire le R3, avec qui, et que dans tous les cas, on est la meilleure personne pour parler de ce qu'on va faire et de la valeur qu'on va apporter. Il faut pas laisser la personne en face de nous pitcher pour nous. T'as raison. Et il y a aussi une question que tu poses et qui, je pense, aide beaucoup les gens à prendre la bonne décision. C'est, mis à part le budget, parce que quand il y a des discussions sur le budget, le prix, l'investissement, etc. Mis à part le budget, imaginons que demain, tes budgets limités. Est-ce que tu pars avec cette solution ou est-ce que tu penses que c'est pas pertinent? Comme ça permet déjà d'isoler la question: «C'est pertinent, c'est fort, c'est ça qu'il me faut», et «Est-ce qu'aujourd'hui,
je peux me permettre, ce qui est, aussi une décision, hein, c'est pas juste, c'est qu'est-ce que je décide de faire de mon argent ou de mon budget et du coup, ça permet de découler la suite de manière beaucoup plus fluide et impactante sur ce sujet du budget parce qu'en fait, ils ont ou pas, hein, peut-être qu'ils vont te dire: «Bah, non, il y a d'autres, dans ce cas-là, bon, bah, les carottes sont cuites, quoi» et c'est OK. Encore une fois, de toute façon, on n'est pas là pour vendre à tout prix une prestation de freelancing à son client. Si on pense que vraiment on est une des meilleures personnes pour l'aider, on a pour devoir de les aider à sortir de leur zone de confort parce que c'est bon pour eux et c'est bon pour nous. clairement. Mais de toute façon, En faut fait, il y a pas creuser de ce qu'il y a forcing. derrière. C'est juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, de se dire que nous, on est la personne qui a le plus d'informations pour les aider, donc c'est OK de creuser. Des fois, on a l'impression de pousser les choses alors qu'en fait, ben, c'est important de creuser ces sujets-là, de pas laisser la personne dans la nature, d'être à l'aise avec ça et de toute façon, derrière, il y a 2 sujets qui se cachent. C'est soit la personne a peur, une fois de plus, d'investir de l'argent dans la solution, soit la personne a peur d'investir du temps et de l'énergie dans la solution. Dans les 2 cas, on a les clés pour expliquer en quoi, ben, ça vaut le coup ou pas. Et en fait, c'est pas du forcing, c'est simplement aider des personnes qui nécessairement vont vouloir rester dans leur zone de confort et vont avoir du mal à prendre une décision qui n'est pas simple parce que c'est une grosse partie peut-être de leur budget, parce que c'est significatif et donc faut pas le voir comme de la pression commerciale. D'ailleurs la vente sous pression fonctionne très mal, et d'ailleurs je crois que c'est illégal en France, hein, la vente sous pression, est réprimandée par la loi. Les objections sont simplement là pour mettre toutes les cartes sur la table et aider le prospect en face à prendre la bonne décision et ça sera avec ou sans nous, mais en tout cas on aura fait le job. Donc voilà pour les principales objections. Bon il y en a d'autres, mais je pense qu'on a couvert un peu les usual suspects qui reviennent tout le temps. S'il y en Je a qu'on rappelle, aurait hein. oublié, dites-les nous en commentaire, d'ailleurs, on pourra les aborder dans un futur épisode. Complètement. Puis n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, de liker pour envoyer de la force. On espère que tout ce contenu-là vous apporte des choses intéressantes pour votre quotidien. Euh, un autre truc, parce qu'on a parlé du message, du fond, c'est un truc qui, pour le coup, est pas encore très bien capté par l'IA, parce que, en fait, déjà, enregistrez vos transcripts en IA pour les analyser. Transformez votre Claude et encore mieux Claude Code ou Cowork en sales coach qui va pouvoir analyser vos calls, trouver vos angles morts, vous donner des recommandations actionnables parce que comme vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et ben les angles morts, c'est compliqué de les voir quand on regarde un replay. Donc, analysez ce que vous faites avec une IA et demandez-lui du feedback pour identifier les patterns, les schémas qui se répètent et qui vous empêchent de faire des ventes, pour vous donner un feedback et pour comprendre vos angles morts. Mais l'IA ne voit pas mal de choses. Par exemple, elle ne voit pas les silences, elle ne voit pas l'intonation et en fait, ça a beaucoup d'importance, le body language et cetera. Ça a de l'importance sur l'image que vous projetez, sur la confiance et en fait, la vente étant un transfert de confiance, ça se fait pas qu'avec les mots, ça se fait avec le langage, ça se fait avec les silences, l'intonation. Les silences permettent des pauses pour réfléchir, heu et les silences sont hyper importants. L'intonation joue beaucoup aussi. Par exemple, quand un prospect te dit, «C'est trop cher». Quand je dis: «Trop cher», bah, l'intonation et le silence jouent un rôle là-dedans. Donc soyez vigilants aussi sur tout ça, ça a du sens. Autre chose qu'on a dit, c'est ne cherchez pas à vous justifier, on cherche juste à confronter le prospect à ses contradictions. En fait, vous êtes un coach en prise de décision, c'est ça la vente, c'est aider à prendre une décision et donc vous allez lui poser les questions pour que eux mêmes se posent les questions qui vont les amener à la conclusion que il faut y aller ou pas. Mais donc vraiment, faut être dans cet état d'esprit-là. On n'est pas là pour montrer: «Je suis un expert, je sais tout, j'ai fait ça avec X, Y, Z». Non, c'est quoi les questions qu'on va leur poser pour qu'eux mêmes se rendent compte qu'ils ont besoin de ça? Et enfin, un petit dernier truc de mon côté, après tu me diras Mika si tu as d'autres sujets, sur les objections que tu voudrais aborder, c'est trouver sa voix VOIE, et VOIX, par la même occasion. C'est-à-dire, on n'est pas tous les mêmes closers. On n'est pas tous les mêmes, «commerciaux» entre guillemets. On a chacun une personnalité, un style. Moi, je vois dans le programme, c'est marrant parce qu'on fait des jeux de rôle et souvent les jeux de rôle, sont aussi l'occasion d'avoir des fous rires parce qu'on a des gros bourrins, on a des personnes beaucoup plus, posées, pragmatiques, analytiques et cetera et en fait, ces 2 extrêmes sont, notamment les 2 cas que j'ai en tête sont des gens qui closent très bien avec leur personnalité,
En tout cas, elles y vont avec une méthode, avec une posture, elles sont intentionnelles, elles savent les questions à poser, avec quelle intonation, etc. Et donc, il faut trouver sa façon de bien closer. Il y a quand même, en fait, c'est un art et une science. C'est-à-dire que closer, il y a des règles quand même, donc c'est pour ça que c'est une science, il y a des règles à respecter. On voit des patterns qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et c'est un art dans le sens où c'est attaché à vous, en fait, et à qui vous êtes. Donc, trouver le bon équilibre entre l'art et la science pour être des bons closers. Et ça commence quand même par travailler la science pour après mettre cette petite couche d'art qui va faire la différence. C'est ça, comprendre les fondamentaux de la psychologie humaine, en fait, parce qu'on est dans une interaction humaine, dans une relation, et qu'on fonctionne tous de la même manière. Après, la manière de l'incarner, la manière de le gérer, les mots qu'on va utiliser pour le dire, ça va différer. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas chercher à jouer un rôle, de pas faire des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, de faire attention aussi au type de client ou d'interlocuteur avec qui on deal aussi, parce que derrière, ça va aussi jouer sur notre aisance, la capacité à nouer une relation la plus authentique et professionnelle possible, parce que derrière, cette personne-là, on va continuer de travailler avec. Donc si on sent que ça grippe au moment de la vente, souvent ça présage pas forcément du bon pour la suite. Donc de faire attention à tous ces signaux, de se faire confiance, de comprendre les fondamentaux de la psychologie humaine, mais aussi de faire confiance en son intuition. On sent qu'il y a quelque chose, qui bloque, ou quand on sent qu'il y a des red flags ou des choses comme ça, de s'écouter, parce que souvent, en tout cas, 80 du temps, on va dire, ça présage pas forcément des bonnes choses pour la suite, de la collaboration. Top. Bah écoute, je sais pas si tu as un mot de la fin ou si c'était le tien. Moi, j'ai un Écoute, moi truc. je pense qu'on peut s'arrêter là. On va dire que c'est mon mot de la Ouais, fin. On écoute le tien et puis, on conclut. j'aimerais vous inviter à vous interroger sur ce qui s'est passé dans vos derniers calls avec des prospects où vous vous êtes dit, j'ai bien compris son besoin, j'ai répondu et le client me disait que c'était pertinent pour eux, mais ça n'a pas closé. Il est très probable que vous ayez entendu l'une de ces objections et que derrière, le problème qui a fait que la vente ne s'est pas faite, c'est simplement de ne pas avoir traité ces objections. Donc, essayez d'analyser un petit peu post-rendez-vous. Ok, là, j'ai perdu l'opportunité. Est-ce que c'était pas parce que je me suis arrêté à on n'a pas ce budget-là et j'ai pas assez creusé, à je dois en parler et on a laissé traîner et du coup, on a perdu le deal, ou toutes ces objections qui sont des écrans de fumée, qui sont encore une fois des débuts ou des milieux de conversation qu'il faut surtout pas laisser suspendus en l'air et qu'il faut traiter. Si vous arrivez déjà à être préparé sur ces objections-là, vous allez vraiment faire une différence et donc vraiment à travailler en priorité. Clairement, et vous nous direz ce que ça a donné. L'espace commentaire est ouvert de toute façon pour accueillir vos feedbacks. On s'arrête Et là, n'hésitez pas à nous Brice? partager en commentaire quand vous allez vendre des trucs et que vous avez super bien traité l'objection, envoyer de la force en disant voilà, j'ai eu telle objection, voilà comment je l'ai traité, j'ai signé, let's go. C'est ça. Et si vous galérez, on peut se faire un call pour voir un petit peu ce qui coince. Le lien est dans la description, donc faites-vous plaisir. Merci Mika, et écoute, bonne canicule et passe une bonne fin de journée. Allez, bonne semaine tout le monde. Bise. Salut, ciao.